Bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité semaine se terminant le 2 août 2026. J'ai encore une fois réussi à enregistrer la bonne journée. Essentiellement, sinon pas grand-chose de transcendant à communiquer avant les Shameless Plugs. 19 septembre, le B-Side à Montréal. Le 22 septembre, B-Cyber dans la périphérie de Bruxelles. 24-25 septembre, Brocon, même chose. 1 au 3 octobre, Alligator Con à Cracovie. 13-14 novembre, DEFCON à Montréal ou à travers le monde, tout dépendant de la ville que vous êtes. Au Canada, en tout cas au Québec, c'est à Montréal que ça se passe. 16 au 19 novembre, le Cyber Week. 1 au 3 décembre, InCyber Canada et 24-25 février 2027, le Secure revient. Commençons avec les nouvelles. Cette semaine, c'était très chargé avec la suite des agents qui se seraient sauvés des sandbox, d'OpenAI notamment. Anthropic ne voulait pas de reste. Même si c'est eux autres qui avaient démarré le bal, ils ont remis une couche cette semaine. C'est vraiment l'asile ce qui se passe sur ce contexte-là. Ça amène beaucoup de bruit et beaucoup d'anxiété pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup comment fonctionnent ces choses-là et à quel point tout ça, c'est de l'enflure marketing plus qu'autre chose. Oui, il y a des problèmes, puis on va y descendre, mais somme toute, le plus gros là-dedans, c'est l'enflure marketing qui est juste insane. Ça a dévié les conversations sur des endroits qu'on devrait pas. On n'est pas proche d'un Terminator, on n'est pas proche de la fin du monde, on est vraiment dans un contexte qui est complètement fou. Il y a plusieurs axes là-dedans qu'il faut quand même regarder, qui quand même doit nous préparer par rapport à ça. Si on regarde l'axe du propriétaire du modèle, celui-ci a clairement fait un mauvais travail d'encadrement, mal prompté, mal encadré comment les sandbox sont faites. En 2026, ne pas réussir à mieux contrôler ces sandbox que ça, c'est quasiment de la négligence, surtout pour des compagnies qui reçoivent des milliards de dollars en investissement. S'il n'y a pas plus de temps qui est mis sur, ou de qualité ou de rigueur qui est mis sur les sandbox, il y a beaucoup de questions à se poser sur ce qui encadre tout ça, les red teams de ces équipes-là, qu'est-ce qu'ils font? Parce que le pilote, en même temps, il y a tout un aspect de marketing là-dessus, de vouloir vendre le produit, de se montrer le plus menaçant possible. Quand dans les faits, ça sert à rien, on sait que ça l'avance. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup de choses qui sont intrigantes. D'ailleurs, aussi le fait que ça a pris plusieurs jours avant qu'ils s'en rendent compte que ça se fasse. Bref, c'est très mystérieux. L'entreprise a rajouté qu'il y avait 3 compagnies, ils ont développé des malwares. L'autre a développé des notes pour ces choses. Bref, il y a beaucoup d'aspects qui sont très anthropomorphiques. Il va falloir arrêter de faire ça. La machine n'a pas de conscience. En tout cas, jusqu'à présent, n'a pas encore de conscience. Elle n'a pas de volonté propre. On lui a donné une mission. Si on prend le cas d'OpenAI, on lui a donné une mission de résoudre un problème. Et dans sa force, dans son analyse statistique, de trouver la solution au problème, c'était d'aller voir ailleurs ce que ça a été fait. Pourquoi ces modèles-là ont accès à Internet? Pourquoi ces modèles-là ont fait ça? Bref, il y a beaucoup de choses à se demander, la surveillance, la télémétrie, etc. Tout par rapport à ça, c'est vraiment fou. Il y a beaucoup de questions à se poser. Je pense que pas toutes les vraies informations ont été rendues publiques ou une partie seulement a été rendue publique de la part des 2 compagnies qui se sont largement vantées la semaine dernière d'avoir les plus gros modèles les plus menaçants possibles. Donc, il y a une facette à ça. L'autre partie, puis pour les défenseurs, ça devient de plus en plus important de prendre en considération que ces modèles-là vont venir attaquer vos infrastructures, pas dans un contexte marketing comme il a été là, mais dans un contexte où ils sont très forts à tester toutes les possibilités possibles. Et si vous avez une erreur de configuration qui est faite, elle va l'attraper. C'est un peu ce qui est arrivé dans le cas de Hugging Face. Les 3 autres compagnies ont été attaquées. Tout ce qui a été touché, c'est juste des erreurs de configuration, des faiblesses qui ont été mis à côté. Donc, ça serait important aussi que, comme défenseur, qu'on réfléchisse sérieusement, qu'on fait un acte, qu'on se regarde dans le miroir. Puis les autres nouvelles aussi vont être très épeurantes par rapport à ça, au sens où il va falloir qu'on teste nos infrastructures, tout ce qui est visible à l'extérieur par ces mêmes modèles-là, justement pour s'assurer qu'il n'y a pas de petites fissures qu'on a oublié de colmater justement pour pas qu'ils puissent rentrer. Donc ça aussi, c'est très important à considérer puisqu'il y a des leçons à apprendre de ce côté-là et donc de l'utiliser pour se préparer à ce qui est devant nous parce que on va y arriver. Les méchants vont le faire par rapport à ça. Donc, dans tous les cas, il faut se préparer à ce qui s'en vient.
justement pour qu'on puisse étanchéifier d'autant plus nos infrastructures, de revoir aussi des éléments d'infrastructure ou des paradigmes dans lesquels on vit. Il y a plusieurs éléments de l'attaque qui ont été faits qui sont sur des vieux paradigmes qui seraient très bien à changer, notamment une accélération de l'adoption du zéro trust, mais le vrai de vrai, avec des jetons, avec des durées de vie très courtes, avec un panoplie de choses qui vont permettre de pouvoir limiter les zones de déflagration s'il y a une fissure qui est trouvée. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Je pense qu'on a besoin de se réveiller, clairement, à ce moment-ci. Puis moi, je le prends comme un moment de réveil dans lequel il faut qu'on fasse, qu'on être sûr qu'on mette en place les bons éléments, qu'on se prépare contre des attaquants qui sont capables de faire ça. Et si on regarde aussi d'un point de vue défenseur, il y a eu un paradoxe très intéressant sur le fait que les modèles frontières américains ne permettaient pas, je n'avais parlé la semaine dernière un peu, ne permettaient pas de faire l'analyse pour Hugging Face. On est toujours tourné vers GLM 5.2 pour faire l'analyse. Donc, on se retrouve dans un paradoxe. Et ce qui a été démontré aussi, le fait que ça se limite. Et on va le voir, j'ai des nouvelles un peu plus loin par rapport à ces affaires-là. Mais bref, il va falloir qu'on ait une réflexion sur comment on encadre ça. Qu'est-ce qu'on fait? Puis je pense que même il n'y a pas de maturité philosophique au sens où qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on est en train de développer et qu'on ne comprend peut-être pas toutes les tenants et aboutissants de ce qu'on fait par rapport à ce genre de choses-là. Et dernier bloc important aussi par rapport à ça, j'avais touché un peu la semaine dernière. Cette semaine, il y a la semaine dernière, en tout cas, dernier enregistrement, il y a des personnes depuis qui, effectivement, ont ouvert la question légale par rapport à ce que je posais, ce qu'en était, qui est responsable de quoi, pourquoi les compagnies ne poursuivent pas, pourquoi l'État ne poursuit pas, parce que à certains égards, ça peut être considéré comme des actes criminels qui ont été posés. Ça, c'est des corporations, c'est peut-être plus difficile dans le contexte-là. Je connais très peu les lois américaines, donc je ne suis pas capable de matérialiser en loi américaine qu'est-ce qui pourrait être appliqué. Il y a des articles dans les show notes qui expliquent un peu davantage, mais comme ma base de connaissances en droit américain n'est pas très forte, je peux même pas faire une hypothèse sérieuse de ce côté-là, mais il y a probablement le tort qui serait probablement utilisable, il y a probablement d'autres stratégies. En droit canadien, je sais qu'il y a des espaces dans le droit criminel, mais je ne sais pas à quel point. Et encore là, je ne suis pas un avocat. Hein. GSPA pour, je sais pas, pour faire allusion à l'épisode que j'ai enregistré il y a déjà très longtemps avec Alex et Nareg, notamment, puis Solika, qu'on avait enregistré sur la répartition des zones de compétences. Mais bref, en droit canadien ou en droit québécois et canadien, il y a plus d'espace sur la responsabilité. Donc, à ce moment-là, même si l'agent a été autonome, il y a évidemment un certain degré de responsabilité de la part de la compagnie qui fait ça. Fait que, bref, il y a beaucoup d'aspects. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Je pense que c'est là aussi. Puis là, il y avait, puis ça, en axe légal, j'ai des articles qui mentionnent qu'il y aura des lois américaines qui encadrent ça spécifiquement. Je ne sais pas à quel point on devrait aller dans cette direction-là quand les lois, si on est sur des éléments de responsabilité en droit américain qui sont disponibles. Moi, il y a la responsabilité d'OpenAI d'avoir été négligent dans la façon de faire et donc ont engagé leur responsabilité dans les actes qui ont été posés par les modèles dans lesquels ils ont été entraînés. Ça, c'est ma perception. Est-ce qu'on doit avoir des lois spécifiques? Je ne suis pas très favorable à des lois très spécifiques. Je pense plus qu'on est dans une approche plus général d'un philosophique, mais bon, bref, là, arrête essentiellement ma connaissance en droit ou mon aspect philosophique par rapport au droit, mais juste comme un simple citoyen qui a pas un tant grand bagage en connaissance du droit. Bref, ça fait le grand tour de ce qui s'est passé dans la dernière semaine par rapport à cet élément-là. Il va sûrement y avoir encore d'autres rebondissements dans les semaines qui s'en viennent. D'ailleurs, même un papier de recherche dans les journaux que je vous mets, qui je vais prendre en exemple cet événement-là. Donc, ça devient très intéressant. Comment ça va même des études? Je pense qu'on a besoin de plus de maturité. Je pense que c'est un peu juvénile ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à cette technologie-là. Je trouve ça un peu bizarre qu'on en fasse ça. Je pense qu'on devrait agir comme des personnes, des adultes essentiellement face à ça et d'arrêter, de s'énerver, d'arrêter de faire de la spéculation qui n'en finit plus, d'enflure extraordinaire. Et en ce sens-là, j'espère que le droit européen qui englobe les balises au niveau du AI puisse donner une petite impulsion à ces éléments-là pour que ça arrête de faire des choses qui sont complètement farfelues comme ce qu'on a vu dans les 2 dernières semaines aux États-Unis avec les modèles frontières et bon, bref, tout ce que ça comporte.
à ça. Il y a un article d'un plus petit degré d'autonomie, mais encore là, du fait que un framework agentique Hermès a été utilisé pour attaquer de façon autonome des serveurs vulnérables à l'aide d'un DeepSeek en arrière. Encore là, c'est d'autant plus réaliste puisque ça s'en vient. On l'a vu avec les gros modèles l'ont fait. Là, va dans les mains des plus petits attaquants. Ils vont sûrement utiliser des outils comme ça. Les pentesters le font déjà d'ailleurs. On a eu un très bel épisode avec Michael Nadeau qui abordait cet aspect-là des choses. Donc, sachez que ça s'en vient. Comme je le mentionnais dans le blog précédent, il va falloir qu'on teste nos infrastructures comme le fait un agent. Donc, on va devoir commencer à faire le même travail que les agents font. Je l'ai la session autonomie virale. Il y a été des papiers qui ont été sortis la semaine dernière qui faisaient la démonstration qu'on est capable d'infecter des documents Word et les autopropager par Copilot. Essentiellement, on reprend le concept un peu comme I Love You il y a très longtemps, de l'autopropagation des documents. Donc, l'ouverture du document par Copilot va pousser des commandes qu'on ne voit pas, qui est très probable que le Copilot exécute, qui va modifier des informations, va être capable de traverser les frontières ou les barrières qui sont placées. La vulnérabilité spécifique a été corrigée par Microsoft, mais l'ensemble ou la famille de ces vulnérabilités-là avec le AI n'ont pas été fermés. Il est encore capable de faire beaucoup de choses. Fait que donc, soyez très, très prudent dans les déploiements. Ça, c'est un cas qui était théorique, en tout cas, théorique, il n'y a pas jusqu'à pas très longtemps. Là, il est démontré comme étant non théorique, donc utilisable. Il est fort probable que les attaquants vont commencer à incruster dans les différentes attaques qui vont faire ce type de manœuvre-là, parce que sachant que les gens ont une très forte propension à utiliser notamment Copilot, l'environnement Microsoft, pour les aider à travailler. Donc, de ce côté-là, il est très probable qu'on ait des vecteurs très forts. Donc, une analyse et des mesures défensives à mettre en place pour se protéger contre ce type d'attaque-là, cette nouvelle façon d'attaquer-là qu'on avait vu avec l'émergence des vers comme I Love You il y a déjà quasiment une trentaine d'années maintenant. Donc, on voit la réémergence de ça avec des nouvelles technologies qui ne permettent pas de bloquer de façon efficace ce type de choses-là. Sous-section suivante, tout ce qui est de détection de vulnérabilité ou comment les modèles AI sont utilisés ou atteignent à trouver des vulnérabilités dans le code. Glass Something Glasswing d'Anthropic était un exemple de cette démarche-là et à quel point ça l'avance. Microsoft a ses propres modèles. Maintenant, tout le monde travaille un peu à travers tout ça justement pour accélérer. Le problème, c'est que la quantité de vulnérabilités trouvées continue à croître. C'est de plus en plus difficile à corriger. Par ailleurs, de l'autre côté, Chrome aussi d'ailleurs, parce que bref, c'est partout. Par ailleurs, c'est pas parce qu'il y a une augmentation des vulnérabilités qu'il y a une augmentation de la capacité de les exploiter. Et ça, c'est un peu rassurant pour les gens en défense. Mais bon, bref, ces agents-là mettent en lumière des problèmes qu'on n'avait pas vus avant. Et donc, ce cycle-là de devoir corriger très, très rapidement va influencer ce qui s'en vient devant nous. Je l'avais déjà mentionné, on va être du côté de changement de paradigme du patch and pray, c'est-à-dire qu'on va devoir corriger, puis même ça a une potentialité de briser les systèmes, juste qu'il va falloir qu'on se développe des mécanismes pour être capable de faire des retours arrière plus efficaces, justement, pour être capable de corriger à la volée et quasi instantanément quand les correctifs sont faits, et non aller par des anneaux de déploiement qu'on fait présentement pour s'assurer qu'on ne brise pas tout. Il va falloir qu'on change un peu parce que la vitesse va nécessairement changer, même si à l'heure actuelle, il n'y en a pas de perception par rapport aux bugs. Et c'est pas parce qu'on trouve des bugs qui sont nécessairement exploitables ou sont exploitables facilement dans le contexte. Donc ça va changer. Mais on a tendance à commencer à avoir, à cause du AI d'ailleurs, du chaînement de vulnérabilité, justement pour être capable d'aller plus loin. Avec ce qui, en apparence, n'est pas très, très élevé, va être exploitable. L'AI va aider justement à se faire ces choses-là. Fait que bref, ce qu'on ne voit pas actuellement va finir par grandir, fait qu'il faut le faire. Et deuxième facette de ce bloc-là, ou ce sous-bloc-là, c'est que Meta aurait trouvé des vulnérabilités dans les algos post-quantiques, si on veut. Là, c'est Hawk qui a été utilisé. Il y a beaucoup de paramètres par rapport à ça. Hawk n'est pas un modèle de production et c'est pas grave pour la fin du monde encore. Mais ce qui a été démontré, puis ce que moi j'en sors de façon la plus importante par rapport à ça, c'est que les modèles AI, et comme je le mentionne dans les vulnérabilités, sont beaucoup plus rigoureux dans l'application des outils. Et essentiellement, ce qui a été fait
quand on trouvait ça, c'est qu'il a été beaucoup plus rigoureux dans les tests qui ont été faits avec les outils disponibles, parce qu'on peut développer des nouveaux outils, en mettant en démonstration à ce moment-là, qu'avec les outils disponibles, il était capable de casser ou de réduire la robustesse de l'algorithme en conséquence. Donc, c'est un rappel aussi qu'il va falloir tester. Fait que c'est important qu'on intègre dans nos outils de plus en plus ce type de vérification-là, justement pour se protéger adéquatement parce qu'on va retrouver de plus en plus d'attaques comme ça. Fait que ceux qui s'y préparent pas vont avoir vraiment de mauvaises surprises dans peu de temps. Puis c'est pas on n'est pas dans l'espèce de vague que le AI va changer le monde. C'est un outil puissant, on va s'y adapter, on va s'y conformer, mais il va falloir intégrer. C'est pas une réduction d'emploi, on va en avoir encore besoin beaucoup, notamment en cybersécurité, mais ailleurs dans les autres domaines aussi, d'une compétence par rapport à ça, mais il faut savoir comment utiliser ça. C'est un fait, ça ne changera pas, on ne reviendra pas en arrière. La boîte de Pandore est ouverte. Maintenant, on doit vivre avec ce que c'est. Et comme dans l'analogie de la boîte de Pandore, la dernière chose qui sort, c'est l'espoir. Donc, il faut quand même rester un peu vigilant par rapport à ça et savoir comment avancer avec tout ça. Bref, autre sous-section, tout ce qui est encore la nidification des femmes, enfants. 3 nouvelles dans ce sens-là qui sont un peu troublantes, en tout cas ce que je trouve. Les 2 premières, essentiellement, c'est Elon Musk essaie de comme pousser la responsabilité des lois qui essaient de s'appliquer à lui pour lutter contre ça, le fait que c'est vrai qu'en fait de pornographie juvénile avec ses outils. Donc il va falloir que comme un jeu, puis là, il essaie légalement de se dépêtrer de cette situation-là, en repoussant la responsabilité sur les utilisateurs, comme on mentionnait dans les dernières semaines. Et essaie de désarçonner certaines lois, les déclarer non constitutionnelles, notamment celle je pense que c'est du Minnesota en l'occurrence. Donc, il y a des attaques comme ça, fait que c'est un peu un problème. Hugging Face vit aussi des problèmes difficiles parce que c'est très difficile à contrôler ces choses-là. Fait que c'est ça aussi en parlant qu'on donne des outils trop puissants et on les contrôle pas bien, mais ça a un résultat. Et le dernier, puis c'est probablement le plus troublant dans tout, et je crois que c'est là où le plus gros échec qu'on a en tant que société. C'est une école, ou en tout cas une école qui, même si c'était au courant, en tout cas, allegedly, qui était au courant du fait que il y avait de la pornographie juvénile qui se faisait sur le dos de filles de cette école-là, par des garçons de ce côté-là, de cette école-là. Donc, d'avoir pas intervenu en temps opportun, là, il y a des poursuites, des choses comme ça. C'est très troublant parce qu'il va falloir qu'on ait des mécanismes de contrôle qui sont proches des jeunes, proches des adultes aussi, pour être capable de limiter ça. Les lois ont une certaine capacité d'arrêter, mais il faut aussi que l'application de ces lois-là se fasse par les organes appropriés et comment le fonctionnement d'une société équilibrée fonctionne, c'est-à-dire que notamment les institutions autour des individus viennent recadrer les actes qui sont acceptables. Donc, en l'occurrence, l'école secondaire aurait dû agir sur la non-acceptabilité de ce qui a été fait, en l'occurrence. Donc, il y a un peu un manque de ce côté-là. L'article est un peu tristounet au sens qu'ils vont probablement bénéficier d'un vide légal pour ne pas être tenu responsable, mais il va falloir qu'on cadre ça correctement pour que les futures générations ne vivent pas des problèmes qui sont quand même assez importants par rapport à leur image personnelle et toute cette facette-là qu'on est en train d'ouvrir qui n'est pas nécessairement super joyeuse en quelque sorte, puis il morifie énormément sur ce qui s'en vient pour les jeunes femmes des prochaines générations. Bref, fin de cette section-là. L'autre, c'est pas si libre. Il y a, de ce côté-ci, il y a 2 facettes par rapport à ça, puis un peu par rapport à ce qui s'est passé avec Hugging Face, OpenAI, etc. La première facette, c'est que les mainteneurs Linux ne sont pas capables de débugger correctement leur code parce que les modèles frontières les bloquent. Eux-mêmes sont pris à se retourner vers des modèles chinois. Eux autres aussi, c'est GLM qui ont utilisé pour faire leur travail de debugging de sécurité des modules kernel. Donc, on a un certain problème de comment s'utiliser et comment on peut les utiliser, puis comment on est capable de calibrer pour que ce soit un bon usage, mais que ce soit pas mal utilisé. Et bref, les 3 autres nouvelles que j'ai mis là, mais qui sont à peu près sur le même genre, c'est essentiellement NVIDIA qui a ouvert une espèce de consensus avec beaucoup de compagnies pour un peu défaire ce qui est le discours actuel de l'interdiction des modèles open weight. Et donc, à ce moment-là, de garder la nécessité de ces modèles-là, parce que c'est bon pour la recherche, c'est comme l'open source, ça sert à beaucoup de choses. Je l'ai abordé dans d'autres podcasts qui vont être diffusés éventuellement par rapport à ce genre de choses-là, fait que je ne divulguerai pas, ou en tout cas, inventerai pas ce que j'ai déjà parlé avec d'autres personnes, mais un peu dans cet esprit-là que c'est important, l'open weight, ça a des bénéfices, ça a
de la recherche, comme l'open source aide beaucoup de choses, c'est des éléments fondamentaux. Donc, c'est intéressant de voir ça. Est-ce qu'on va avoir des vraies actions? On verra avec le temps, mais bon, bref, on verra. Sinon, nouvelle sur le fait que il y a des failles fondamentales dans les modèles LLM dans lesquels on va être capable de contourner essentiellement les guardrails de façon infinie. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. C'est une nouvelle démonstration que c'est facile de faire retourner. Un peu comme la semaine dernière où je mentionnais que même si on était capable d'effacer des mémoires, il le faisait. C'était pas un vrai effacement, mais c'était juste un fait que c'est un blocage. Et ça, c'est une autre démonstration qu'on est capable de contourner ça. Google Earth a sorti des choses de façon de créer des fausses images à partir de sa banque d'images satellites. C'est une très mauvaise idée. Je ne sais pas, puis là, j'ai eu une rétraction aussi dans l'espace de quelques heures. Ils ont retiré cette option-là, mais je ne sais pas qui a eu l'idée que ça aurait pu être une bonne idée de déployer ce genre de choses-là où on est dans un univers avec de tensions géopolitiques énormes, avec de la désinformation qui n'est pas contrôlée, qu'on a des problèmes, qu'on a des gouvernements certains assez puissants qui utilisent la désinformation à leur avantage et faire passer des messages. Je ne comprends pas le manque de lecture de son environnement qu'il y a eu à ce moment-là. Mais bref, c'est un fait assez fascinant ce qu'il y a eu là, puis c'est une très bonne chose qu'il ait retiré aussi rapidement que ça, justement, pour limiter les problèmes, parce que ça va être juste l'asile de réussir à contrôler ensuite la désinformation par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas très rassurant. Bref, Platform Engineering version 2 essentiellement utilisé le fait, comme un peu le cloud avait permis, d'augmenter le niveau de sécurité parce que les infrastructures sur lesquelles on s'appuie sont très robustes. C'est un peu le même genre. Au niveau du AI, il va falloir qu'on appuie que les fondamentaux, les plateformes deviennent très, très robustes. Ce qu'on ne voit pas à l'heure actuelle, notamment si on voit que des moteurs qui s'enfuient. Ils ne sont pas enfuis, ils sont restés dans les infrastructures d'OpenAI et Anthropic, mais ils ont juste été capables de projeter des attaques à l'extérieur de ceci, comme n'importe quel attaquant qui va rester chez lui, il va être capable d'attaquer plus loin, dans le fond, essentiellement. Mais bref, d'arriver avec un socle de base très, très robuste. C'est un peu cette réflexion-là. C'est très intéressant parce que ça l'a beaucoup aidé. Le cloud a beaucoup aidé à augmenter le niveau de sécurité. J'espère que ça va faire la même chose pour le AI. Microsoft ressort des éléments supplémentaires, développe M-Dash, une nouvelle plateforme sur laquelle va mettre beaucoup d'emphase. J'en ai fait un peu la mention précédemment sur le fait qu'ils vont l'utiliser pour améliorer leur sécurité, analyser leur code. Ils en permettent aussi, ils en partagent une certaine partie. Ils augmentent beaucoup d'énergie, en tout cas beaucoup d'acronymes autour de ça, mais beaucoup d'annonces. J'ai l'impression que c'est un peu dans un contexte défensif pour justement arriver sur le fait de limiter ce qui est en train de se passer, d'augmenter la confiance des investisseurs et des utilisateurs que ces plateformes sont robustes. Donc, ils s'outillent à l'interne. Essentiellement, c'est un peu, en tout cas à mon avis, le résultat du détachement d'OpenAI sur lequel Microsoft s'appuie énormément avant pour développer ces choses. Je pense qu'on aurait de bouger tranquillement, de ramener les compétences à l'intérieur de l'organisation pour être un peu plus autonome par rapport à cette situation-là. Mais ça va être intéressant de voir l'évolution de ces éléments-là. Plus que de joueurs, plus on est capable de faire avancer les choses, mieux c'est. Les conversations avec Claude ont été exposées sur Google et sur Bing. Essentiellement, c'est des conversations qui étaient partagées, sur lesquelles il n'y a pas eu une erreur de config qui permettait l'indexation de ces éléments-là. Donc, si vous avez des conversations privées, sans que vous l'avez partagé avec personne, ils n'ont pas été indexés. Par ailleurs, tous ceux qui ont été partagés avec d'autres personnes se retrouvent automatiquement avec des URL publiques dans lesquelles, à ce moment-là, ils ont été indexés. Donc, fermez les choses au plus vite et nettoyez vos partages vers l'extérieur pour vous protéger. Dernière nouvelle de la section AI, un professeur, c'est pas la première fois que j'en vois celle-là, mais je la renomme parce que je la trouve très intéressante. Elle est un peu plus légère que les nouvelles précédentes dans AI. C'est un professeur qui a injecté des prompts injections dans son travail pour capter les étudiants qui trichaient. 32 des 35 ont été attrapés là-dedans parce qu'ils ne l'ont pas vu et ne l'ont pas appliqué. Il y a deux choses là-dedans. Un, je trouve ça très drôle. Je trouve ça un peu décevant que les étudiants ne prennent même pas la peine de vérifier le minimum puis font aveuglément ce genre de choses-là. Mais bref, c'est un peu un reflet d'où on est dans notre société et à quel point on va devoir poser des actes pour éviter que ça se passe et que ça se propage partout. Ça se propage déjà partout, mais que ces gestes-là soient peut-être pas contrôlés, mais au moins que les gens constamment avancent, ils ne perdent pas leur capacité analytique parce que c'est clairement ça qui va arriver. Section sur la guerre.
un gros bloc de nouvelles qui est essentiellement l'attaque des, soci- des, disons, des infrastructures sur la filtration d'eau aux États-Unis. Tout dépendant des nouvelles, ils parlent dans 7 États différents, dans 30 lieux différents. Bref, les nouvelles ne sont pas claires ou en tout cas ne sont pas uniformes sur la portée des attaques qui ont lieu à l'heure actuelle. Mais par ailleurs, c'est clair qu'il y a des problèmes. Ceux qui ont été principalement touchés, c'est le Minnesota, mais il reste que ça touche l'ensemble des États-Unis. Le problème par rapport à ça, notamment, puis ce que les articles relèvent assez bien, c'est que beaucoup de ces équipements-là sont mal sécurisés, sont exposés directement sur Internet. C'est pas sans rappeler le podcast que j'avais enregistré sur les substations. Donc, avec Georges, justement, pour qu'on aborde ça, mais c'est un peu le même problème. C'est des PC qui sont disponibles sur Internet, c'est un peu de paresse de configuration. Mais il faut aussi considérer que principalement aux États-Unis, mais pas exclusivement, parce qu'au Canada, on a un peu le même problème aussi. Je ne sais pas en Europe, j'ai aucune idée comment c'est encadré. Mais par ailleurs, le sous-investissement de ces infrastructures-là, qui sont pourtant critiques sur la stabilité de la société, ont été délaissées pendant très, très longtemps. Donc, sont dans un drôle de contexte, fait que ça devient très ciblé. Et mis face à ça, il faut aussi considérer que le fait que les États-Unis attaquent l'Iran de façon inconsidérée et des infrastructures civiles, donc essentiellement ce qu'on pourrait considérer des crimes de guerre à l'heure actuelle, en tout cas bref, qui tombent dans la définition de, ça ouvre la porte à ce que l'Iran attaque des infrastructures équivalentes aux États-Unis, ce qui, de toute apparence, est en train de se passer. C'est inquiétant, puis c'est pas bien. Comme civil, ça me préoccupe énormément, puisque ma capacité de faire confiance à la qualité de l'eau que je bois dans le robinet se diminue énormément, puisque je ne sais pas à quel moment l'Iran peut attaquer les infrastructures d'eau potable dans la ville où je réside ou peu importe où je me trouve à ce moment-là. Donc, c'est très inquiétant. C'est pas une bonne nouvelle. Je trouve ça très dommage que les États-Unis aient passé par-dessus l'espèce de gentleman agreement-ish, convention de Genève qui limite ce genre d'actions-là qui vont finalement avoir été mis en miroir sur les Américains. Fait que c'est pas très bien. Et ça va nous arriver à nous aussi. Autre nouvelle de cette section-là, pas la sous-section, mais la section sur la guerre en termes généraux, un article qui décrit quand même assez bien comment le modèle militaire iranien s'appuie autant sur le kinétique que sur le cyber. Donc, on peut avoir une bonne idée de ce qui s'en vient. C'est très intéressant de l'analyser et que ça soit exposé comme ça. Puis c'est très bien expliqué dans l'article. Vous allez la voir. Mais ça, la lire. Cela étant dit, on se dirige vers ça. C'était semi-fictif il n'y a pas si longtemps. Là, on est vraiment basculé d'un bord à l'autre. Donc, on a vraiment changé le fusil d'épaule. Et donc, on a tous les problèmes qui sont associés avec cette façon-là d'amalgamer les deux. Et les guerres se font maintenant hybrides, ce qui n'ont pas été fait depuis très, très longtemps. Bref, section souveraineté, deux petits articles. La première, c'est l'administration Trump bannit les robots humanoïdes chinois, plus un autre composant aussi sur l'inquiétude qui peuvent servir à espionner, qui peuvent servir à d'autres fins que prévues. Effectivement, quand on arrive à des robots humanoïdes, le problème, c'est qu'on va les installer dans les maisons. Et s'ils deviennent fous, il y a une capacité de blesser ou même de blesser gravement les gens. Donc, on a un danger réel par rapport à ça. Et si on considère que l'intelligence artificielle et les systèmes embarqués sont encore non matures sur ce genre de choses-là, on se met à risque énormément. Fait que ça va de voir comment tout ça va se faire avec le temps, comment ça va évoluer, cette conversation-là, mais au moins qu'on ait un système de sécurité qui puisse être mis en place. Et la deuxième, de ce côté-là, c'est la suite des amendes qui ont été imposées à Google par l'Europe et que Cory Doctorow mentionne certains axes dans lesquels les Européens pourraient utiliser, notamment par abroger des lois qui ont été poussées par les Américains il y a déjà quand même plus qu'une vingtaine d'années, justement pour changer le rapport de force et se réapproprier, parce que dans l'absolu, l'Europe a entièrement la légitimité de légiférer comme ils le font. Ils ont entièrement raison de protéger ses citoyens contre ces plateformes-là de façon selon des règles. Là, les puissances économiques vont venir influencer de ce genre de choses-là. Fait que c'est de voir comment ça va évoluer, mais sauf faire, les Européens maintiennent le bout. Je pense que ça va être une chose. Puis on est dans un contexte où on a beaucoup de bargains géopolitiques qui se font à l'heure actuelle. Donc, ça en a une parmi d'autres. Même le Canada aussi, on a nos défis par rapport à ça. Section sur la vie privée.
Flock, on a encore c'est encore dans les nouvelles, ça continue. Il y a deux éléments par rapport à ça. Le premier, ben, ça continue à se faire détruire, les caméras continuent à se faire détruire au niveau des États-Unis, ça fait que ça n'arrête pas. Les gens sont encore fâchés. Et l'autre, c'est un citoyen qui est allé, un citoyen d'Arizona qui est allé parler du fait qu'il commencerait à surveiller les élus. Et je ne sais pas s'il parle des fonctionnaires aussi, mais en tout cas, du moins les élus. Et en forme de démonstration de l'absurdité que l'État fait de surveiller ses citoyens, donc comment ce rapport-là change entre les deux, comment tout ça se fait, donc à quel point on est capable de renverser le fardeau. C'était très intéressant. Je suis très intéressé, très fasciné par la façon que les Américains ont d'imaginer de protester par rapport à ça, de s'opposer par rapport à ça. C'est sûr que l'autre nouvelle qui parlait de destruction ou de vandalisme, c'est quelque chose, mais j'aime beaucoup les approches non violentes, non destructives, justement pour amener la conversation. Puis je pense que dans une démocratie, c'est très important qu'on maintienne cette protestation-là pacifique en vie et qu'on continue à être capable de démontrer des choses comme ça parce que ça l'amène les changements, puis on n'a pas besoin d'aller briser tout pour avec des changements. Bref, souhaitons que ça amène à quelque chose. Bref, faites cette section-là. Sinon, c'est Apple retarde la sortie de ses lunettes intelligentes-ish, ou en tout cas, bref, avec essentiellement qui ont des caméras sur la base de ce qui se passe, qui voient ce qui se passe avec Meta, tout le backlash qui se passe à l'heure actuelle, justement, parce que les gens ne sont pas très favorables à ça. Et c'est un peu aussi toute la complexité de développer des systèmes qui sont très invasifs à la vie privée et comment les mettre en adéquation pour que les gens les acceptent, donc achètent le produit, et tout en le respect de comment l'acceptabilité sociale est là. C'est sûr que la fenêtre d'Overton qui peut être déplacée, mais bon, bref, dans ce cas-ci, elle voit qu'on est en train de figer et on empêche le déplacement qui est fait par les grandes compagnies. Et une nouvelle conséquente par rapport à ça, le DEFCON bannit justement les lunettes qui est pervert glass, glasses, qui appelle. Mais c'est essentiellement ce genre de choses-là. Fait que de plus en plus de compagnies, de lieux qui bannissent ce genre de choses-là, justement parce que soit il y a des secrets industriels, soit c'est invasif, soit peu importe la raison. Donc, je trouve ça très intéressant que le DEFCON donc amène cette conversation-là. Quand même, c'est quand même 30 000 personnes, le DEFCON, qui assistent donc d'amener cette ouverture-là de réflexion par rapport à ça. Le FTC poursuit une compagnie de télémédecine aux États-Unis, c'est Hims & Hers, qui semblerait aurait revendu les informations à des compagnies comme Snap et Meta. Dans quel cas, la compagnie dit non, c'est pas vrai, mais bref, c'est intéressant de voir et à voir à quel point l'absence de framework global de la vie privée aux États-Unis est un problème. Dans ce cas-ci, c'est le FTC qui contrôle qui permet d'avoir un encadrement au niveau des données de santé. Mais il demeure qu'aux États-Unis, il y aurait intérêt à avoir un meilleur encadrement de ce type de choses-là, puisque ça donne place à cette économie-là de la surveillance, donc la méta-information, de l'information qui est revendue, donc leader au cœur. Donc, il y a une culture de ça qu'il faudrait casser aux États-Unis. J'en ai parlé dans les semaines précédentes, mais ça serait important de commencer à casser cette idée-là que c'est légitime de revendre les informations parce qu'on ne fait pas assez d'argent de façon principale ou on veut faire plus d'argent pour aller plus loin. GrapheneOS défend le data wiping que j'ai discuté notamment la semaine dernière. Il reste que sur la position que j'avais mentionnée la semaine dernière, c'est illégal dans le contexte où ça a été fait, effectivement, parce que quand tu es devant quelqu'un peut-être tu effaces, ben, il y a eu un problème légal, puis je pense pas que la personne va être capable de s'en sortir. Par ailleurs, la fonctionnalité elle-même est une très bonne fonctionnalité parce que des gens qui sont dans des situations périlleuses, on va parler de femmes qui sont sous le contrôle de leur mari, qui les agressent ou qui les fait du harcèlement. On a d'autres contextes de journalistes à travers le monde. On a plein de situations qui, justement, mènent réellement des problèmes sur la santé physique, l'intégrité physique ou même jusqu'à la mort. Donc, ces conditions-là sont justement propices à l'usage de ce type de fonctionnalité-là devant les douanes. C'était pas top. Faut apporter un téléphone approprié. Bref, il y a eu un peu de négligence d'avoir la personne d'avoir fait ça là, mais bon, bref, on verra qu'est-ce que ça donne. Puis je suis pas sûr que je vais suivre nécessairement la nouvelle pendant qu'elle ne la reverra pas ou elle réapparaîtra pas dans mes fils. Mais bref, la fonctionnalité elle-même, elle est pertinente, un peu comme les réseaux de Tor qui sont pertinents. Par ailleurs, il faut être capable de comprendre que dans l'usage non autorisé, bien, il pourrait y avoir des conséquences par rapport à cette situation-là.
Il y a une étude qui mesure l'amplitude des fuites de données médicales sur Internet. C'est très intéressant parce que historiquement, ils s'intéressaient juste au DICOM, qui est l'imagerie essentiellement médicale. Et finalement, ils ont balayé l'Internet et ont découvert qu'il y avait énormément de systèmes HL7. Puis l'autre référentiel, je ne me rappelle pas c'est quoi, qui sont accessibles sur Internet, qui sont mal configurés, qui n'ont pas d'authentification. Et il y aurait plusieurs millions d'enregistrements médicaux qui seraient disponibles avec pas trop de difficultés ou de barrières d'accès sur Internet. Donc, c'est très intéressant. L'étude est un peu spooky en ce sens-là. Le milieu médical aussi étant un milieu où le financement est un peu déficient par rapport à l'importance des données qui sont traitées. C'est toujours un peu le débat entre on soigne les patients et on protège correctement les données. Donc, c'est toujours un petit peu une tension entre les deux. La dernière nouvelle de cette section-là, il y a un site open source qui permet de faire des liens éphémères qui fonctionnent bien, présenté par Carbon. C'est très intéressant pour les gens qui ont des éléments importants à partager. Par ailleurs, il n'y a pas eu d'audit sur le code ou quoi que ce soit, fait que si vous le faites, c'est à votre propre risque. Mais de voir ces solutions-là exister, partagées ou gratuitement, permet justement de libéraliser une certaine forme de protection d'information dans laquelle on a. Section sur le droit, sur les lois. Le New York est en train de finaliser une loi sur les médias sociaux qui est quand même un encadrement plus souple que ce qu'on voit notamment en Europe ou en Australie. Mais par ailleurs, on va dire pas plus qu'à telle heure, telle affaire, que ça se remet de la responsabilité sur les compagnies. Puis c'est un peu une copie de ce qui se passe aussi en Californie, où ils mettent le fardeau énormément plus sur les compagnies que sur le blocage lui-même, comme on voit par ailleurs. Bon, bref, c'est intéressant. En même temps, il y a aussi le Sénat qui revient avec le Nationwide, le Screen Act. Par ailleurs, le Screen Act est moins intéressant puisqu'il met beaucoup d'emphase sur les projets là, de protection contre la pornographie, tout ça. Fait que je préfère l'approche new-yorkaise ou l'approche de l'État de New York ou de Californie, qui est beaucoup plus sur le bien-être des enfants que de stigmatiser ou de figer sur la pornographie comme étant le seul problème qui vit sur Internet. Donc, c'est un peu ça. Justement, en parlant de blocage, en Australie, ils disent plus que 80% des jeunes continuent à utiliser les médias sociaux parce que les compagnies ne font pas le blocage nécessaire. C'est difficile de faire le blocage, ça a plusieurs composants. On va voir, c'est des choses qui doivent être testées puis justement d'être bousculées. Mais encore là, je préfère mettre le poids sur les compagnies américaines, ou pas américaines, mais les compagnies des médias sociaux, sur lesquelles ils doivent faire les vérifications, qui ne doivent pas utiliser des dark patterns et ainsi de suite. Je trouve ça plus intéressant de l'approche californienne en ce sens-là. Mais bref, il va falloir qu'on avance puis qu'on ait des éléments comme ça qui se fassent. Évaluation de la robustesse de la loi sur l'artificielle intelligence en Europe. Intéressant l'étude, j'en parlerai pas plus que ça, mais c'est une belle étude qui est faite, un papier académique. Donc, allez lire si ça vous intéresse. Dernière nouvelle de cette section-là, la Russie pose des accusations contre le fondateur de Telegram, Durov, qui encore l'accuse de terrorisme parce que facilite les groupes d'attaque ukrainiens qui utilisent cette plateforme-là. Donc, c'est pas la première fois, mais c'est un peu un paradoxe que se retrouve dans ce contexte-là. Mais comment cet individu-là navigue dans cette sphère-là? En tout cas, bref, c'est très fascinant. Section rouge, les adversaires n'ont pas besoin de 0D pour nous attaquer. Ils vont utiliser ce que le texte dit rulebook, c'est-à-dire essentiellement ce que je dis depuis longtemps. Les attaquants n'ont pas besoin de règles ou ils ne respecteront pas les règles. Ou s'ils connaissent les règles, ils vont être capables de les utiliser à leur avantage, notamment en connaissant les règles de changement de mot de passe, par exemple, ou sont capables d'aller plus loin. Donc, c'est un rappel que faut pas. Ça dépend. En tout cas, bref, tout ça, c'est de réfléchir. Ça remet un peu à ce que je disais sur les IS, de réfléchir comment on aborde la cybersécurité. Oui, nos politiques, oui, nos règles, mais en même temps, il ne faut pas que ces règles-là puissent se servir contre nous, nous attaquer. C'est un peu ce qui est mentionné dans cet article. C'est super intéressant à lire. Le Gentleman Ransomware Group utilise plus que 180 processus d'EDR. Je trouve ça très intéressant parce que là, ça démontre à quel point l'intégration du blocage EDR est vraiment très présent dans les groupes. Pas qu'on a déjà parlé, j'ai fait des très bons podcasts avec Charles Hamilton, notamment sur le sujet, mais à quel point ça s'est rendu standard maintenant dans ces environnements-là. Donc, les EDR sont maintenant l'antivirus qu'on a connu, donc il va falloir qu'on aille dans un autre univers pour faire évoluer ça.
bref, c'est les temps changent. Dernière nouvelle de cette section-là, essentiellement, c'est seulement qu'est-ce que l'équipe de GitHub fait. La prétention de la personne, c'est qu'il a découvert des sites utilisés par des malveillants sur GitHub. Il les a répertoriés. GitHub les a fermés. Par ailleurs, il a découvert des stratégies faciles pour les détecter. Et GitHub ne semble pas rien faire. Ça pose une critique contre GitHub par rapport à ça. Allez lire si vous voulez approfondir. Moi, je n'ai pas nécessairement d'opinion par rapport à ça, mais je trouve ça intéressant de remettre ça et voir quelles sont les priorités, parce que c'est peut-être juste une question de priorité en l'occurrence qui ne sont pas bien alignées ou les incitatifs sont pas à bonne place. Bref, section bleue, il n'y a rien cette semaine. Dernière section d'hiver, petite nouvelle sur le fait que Google a décidé de réutiliser une nouvelle taxonomie pour décrire les groupes criminels ou les groupes d'attaquants, ramenant en plus sur une stratégie qu'on voit chez Microsoft notamment. Mais bref, on s'éloigne encore d'avoir un vocabulaire commun pour exprimer ces groupes-là ou les répertorier. Et ça revient aussi sur le fait que chaque équipe qui vient à les répertorier ont des balises différentes ou des critères différents. Donc, on augmente la complexité, on ne la réduit pas. Ce qui, à mes yeux, n'est pas souhaitable, mais en même temps, pour en parler à plusieurs chercheurs dans le domaine, c'est un léger irritant. Ce serait juste plus plaisant que ce soit comme ça. Mais bref, cela étant dit, c'est pas mal ça. Ça complète la nouvelle de cette semaine. Tout l'énervement autour d'OpenAI, Anthropic, tout le fait que ça soit sauvé, pris beaucoup de place. Dans mes lectures aussi, ça a pris énormément de place. Bref, j'espère que ça va revenir à des nouvelles un peu plus standards la semaine prochaine, que je vais avoir du temps d'aborder d'autres facettes que juste l'énervement de deux personnes qui pensent avoir la plus grosse Camaro possible et qui se vendent d'avoir la plus grosse corvette. Avoir la plus grosse corvette et donc une compétition de grosses corvettes, essentiellement. Sur ça, bonne semaine.